À 3 heures du matin, le téléphone a sonné avec un appel qui allait briser chaque mensonge soigneusement construit de mon mariage. Mon mari s'était effondré. Non pas à la maison, ni au travail, mais dans l'appartement d'une femme portant le pyjama en soie exact que je lui avais acheté comme ensemble pour couple. L'horloge murale de notre chambre brillait d'un vert impitoyable. Le smartphone sur ma table de chevet a éclaté en une sonnerie frénétique et insistante qui a tranché le silence de l'appartement de grand standing comme un bistouri. Un numéro fixe local clignotait à l'écran. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. La voix pressante d'une femme s'est présentée comme l'infirmière de tri du service des urgences de l'hôpital général de Chicago. Elle m'a demandé de confirmer mon nom et mon lien de parenté avec le patient, Adrien Quin. Dès que j'ai dit que j'étais sa femme, les mots sont sortis en rafale. Adrien venait d'être amené par ambulance. Il s'était effondré. Son rythme cardiaque était extrêmement irrégulier. Sa tension artérielle avait chuté. Sa vie était en danger immédiat. Les vieux réflexes de médecin ont pris le dessus avant que l'émotion ne le fasse. J'ai exigé ses constantes vitales, les chiffres exacts pour la tension artérielle, le rythme cardiaque et le niveau de conscience. L'infirmière a répondu, tension artérielle 80/50 de millimètre de mercure, fréquence cardiaque à plus de 130 battements par minute. Le patient est dans un état de stupeur, ne répondant pas aux ordres verbaux. Je lui ai ordonné de maintenir la voie veineuse et de fournir de l'oxygène via un masque facial. Elle a acquiescé et m'a vivement incité à apporter sa pièce d'identité, sa carte d'assurance maladie et à venir signer immédiatement les papiers d'admission. J'ai promis d'être là dans 20 minutes et j'ai raccroché. Je me suis levé du lit, le plancher froid choquant mes pieds nus. Dans le placard, j'ai attrapé un coupe-vent sombre et l'ai jeté sur mon pyjama en coton. Du tiroir du bureau, j'ai sorti le dossier médical familial, le permis de conduire d'Adrien et sa carte d'assurance, en les fourrant dans mon sac à main. Mon esprit calculait déjà. Adrien n'avait jamais montré de signe de cardiopathie structurelle. Son examen physique 6 mois plus tôt était vierge. Tension artérielle normale, cholestérol normal, aucun signal d'alarme. Pourtant, quelque chose de catastrophique venait de se produire. J'ai verrouillé la porte de l'appartement, pris l'ascenseur et suis sorti dans une pluie froide de Chicago. Les rues étaient désertes. Sous l'auvent de notre immeuble, j'ai ouvert l'application Uber. Une berline blanche est arrivée en 2 minutes. J'ai donné au chauffeur l'adresse de l'hôpital général de Chicago et lui ai dit de prendre Lakeshore Drive. Il a hoché la tête et a accéléré dans la nuit. Les lumières de la ville floue passaient derrière les vitres buissonnées. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années, a demandé ce qui ne allait pas. J'ai répondu brièvement. Mon mari s'était effondré soudainement. Cause inconnue. Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence seulement interrompu par le balayage rythmique des essuie-glaces et les appels répétés et infructueux que j'effectuais sur le téléphone d'Adrien, chacun tombant directement sur la messagerie vocale. 15 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée au dépose minute des urgences. J'ai tendu un billet de $100 au chauffeur, lui ai dit de garder la monnaie et j'ai poussé la portière pour sortir dans la nuit mouillée. Une autre ambulance hurlait à proximité, ses gyrophares rouges clignotant contre les murs de briques blanches. Je suis entré directement par les portes coulissantes en verre des urgences. La zone de tri brillait sous les lumières fluorescentes. 2 employés tapaient furieusement sur leurs ordinateurs. Je m'en suis approché, me suis identifié et glissé mes pièces par-dessus le comptoir. L'employé a entré les informations et a pointé le couloir vers les box de réanimation intensive. Adrien Quin subissait un examen d'urgence dans le box de déchocage 3. Le long couloir sentait l'eau de javel hospitalière. Des brancards alignaient les murs. Des proches épuisés dormaient sur le sol ou s'assoupissaient sur des chaises en plastique bleu. Le bip rythmique des respirateurs et des moniteurs cardiaques provenait des portes entr'ouvertes. Au fond du couloir, j'ai vu les doubles portes du box de réanimation fermées hermétiquement. Devant elles se tenaient Walter et Margaret Quin, mes beaux-parents, appuyés contre la vitre et regardant à l'intérieur. Dès que Margaret m'a vu, elle s'est précipitée en avant et m'a attrapé les 2 bras, sanglotant hystériquement en criant le nom de son fils. Walter s'est retourné, le visage pâle, les bras ballants, cherchant à tâtons le dossier d'une chaise. J'ai aidé Margaret à s'asseoir sur un siège en plastique vide à côté de lui, j'ai décollé ses ongles de ma peau et j'ai exigé un bilan. Walter m'a tendu frénétiquement un papier d'admission froissé. Il a dit qu'Adrien dormait lorsqu'il s'est soudainement plaint d'une violente douleur thoracique,
puis a roulé sur le sol et s'est évanoui. Les personnes présentes avec lui ont appelé le 911. Les portes du box de réanimation s'ouvrirent en grand. Un médecin trapu en blouse blanche, dont le badge indiquait Dr Harris, médecin référent, est sorti et a demandé la famille d'Adrien Quin. Je me suis levé et me suis identifié comme son épouse. Le médecin nous a demandé de nous rassembler pour qu'il puisse nous expliquer. Selon l'examen clinique initial, Adrien avait subi une grave chute de tension artérielle et s'était plaint d'une douleur thoracique irradiant dans le dos avant de perdre connaissance. En combinant ces symptômes, l'équipe des urgences suspectait une dissection aortique de type A, une déchirure catastrophique de l'artère principale du cœur. Le docteur Harris a tendu un presse-papier bleu et a exigé qu'un représentant de la famille signe immédiatement le formulaire de consentement pour une chirurgie à cœur ouvert d'urgence. L'équipe chirurgicale avait été appelée. Le bloc 3 était en cours de préparation. Margaret a bondi en hurlant, a arraché le stylo de la main du médecin et l'a enfoncé violemment dans la mienne. Elle m'a ordonné de signer immédiatement pour qu'il puisse l'ouvrir. Walter a frappé du poing sur la chaise, me pressant de signer avant qu'il ne manque la fenêtre d'opportunité pour sauver son fils. J'ai tenu le stylo et le formulaire de consentement et j'ai parcouru les informations pré-remplies. Diagnostic, suspicion de dissection aortique de type A en attente de résultats de laboratoire. Avec mes années d'expérience en cardiologie, les données sur ce papier ont soulevé une série de signaux d'alarme. La dissection aortique s'accompagne presque toujours d'un long passé d'hypertension sévère ou d'un trouble du tissu conjonctif, ce qu'Adrien n'avait pas. La diagnostiquer uniquement sur la base d'une douleur thoracique et d'une tension artérielle basse sans scanner thoracique ni échocardiogramme était imprudent. Je me suis tourné vers le docteur Harris pour lui demander directement s'il y avait un résultat de scanner thoracique ou un bilan sanguin. J'ai exigé l'écart de tension artérielle entre les deux bras et les résultats de l'électrocardiogramme. Le docteur Harris a froncé les sourcils, nettement agacé. Le scanner de l'hôpital était en maintenance jusqu'au matin. Le CG ne montrait que des changements d'ondes non spécifiques. Le sang avait été prélevé, mais le laboratoire n'avait pas encore téléchargé les résultats. Il a souligné que le patient se dégradait rapidement et que le risque de tamponnade cardiaque était critique. Si nous restions là à attendre des papiers, le patient pouvait mourir à tout moment. Margaret a levé la main et a commencé à me frapper l'épaule, me traitant de femme calculatrice et sans cœur qui retardait les choses avec des absurdités procédurales pendant que son fils mourait. J'ai reculé en esquivant sa main et j'ai plié le formulaire de consentement. J'ai dit fermement au docteur Harris que j'avais besoin de preuves cliniques, ou au moins d'un bilan sanguin, avant de signer pour une thoracotomie. Ouvrir la poitrine d'un patient en état de choc sans cause confirmée était une violation majeure des protocoles de sécurité chirurgicale. L'atmosphère tendue du couloir a été rompue par le bruit de pantoufles traînantes venant d'un coin sombre de la salle d'attente. Une jeune femme est sortie en tenant 2 bouteilles d'eau en plastique. Elle s'est approchée de Walter, lui a tendu une bouteille la tête baissée, puis m'a regardé. Je l'ai scannée de la tête aux pieds, Sienna Blake, la nouvelle assistante administrative qui avait commencé dans l'entreprise d'Adrien à peine 3 mois plus tôt. Ses cheveux étaient un nid de rats désordonnés. À ses pieds, elle portait de claquettes en plastique bon marché et usées, maculées de boue. Mais l'anomalie la plus flagrante était ce qu'elle portait, un pyjama en soie bleu marine luxueux avec un motif géométrique jaune pâle. Ce motif et cette couleur correspondaient exactement à l'ensemble de nuit pour hommes qu'Adrien portait habituellement à la maison. Un modèle exclusif d'une boutique haut de gamme de Michigan Avenue que j'avais personnellement acheté pour nous en tant qu'ensemble de couple il n'y avait pas si longtemps. La présence d'une jeune collègue à l'hôpital à 3 heures du matin, débraillée et portant un pyjama de couple assorti à celui de mon mari, m'a donné une réponse claire et nette sur l'endroit exact où cet effondrement avait eu lieu. Remarquant que je fixais ses vêtements, Sienna a essayé maladroitement de lisser les plis de son haut en soie et a reculé, se cachant derrière Margaret. Margaret l'a tiré vers l'avant et m'a dit que grâce à cette gentille collègue qui avait remarqué l'évanouissement d'Adrien, l'ambulance avait été appelée à temps. J'ai ignoré Margaret et ai fait un pas en avant face à Sienna. D'un ton tranchant comme un rasoir, j'ai demandé pourquoi elle était avec mon mari à 3 heures du matin et pourquoi son malaise s'était produit dans son appartement. Sienna a tordu ses mains, fixant le sol, trop terrifiée pour me regarder dans les yeux. Elle a bafouillé qu'Adrien était passé prendre des documents pour le nouveau projet immobilier. Pendant qu'il les examinait, il s'était soudainement senti mal, avait demandé à s'asseoir à l'intérieur un moment, puis s'était effondré sur le sol. Entendant cette excuse pitoyable, j'ai pointé directement du doigt le pyjama en soie brillant qu'elle portait. Le nouveau projet immobilier a été finalisé la semaine dernière.
Quel document devait être remis à minuit? J'ai insisté davantage. Quelle politique d'entreprise permet à une employée d'accueillir son patron chez elle en ne portant rien d'autre qu'un pyjama en soie? Décris exactement comment il s'est effondré. S'est-il frappé la tête? A-t-il fait une crise? A-t-il perdu connaissance immédiatement ou progressivement? Déstabilisée, Sienna a trébuché en arrière, se prenant les pieds dans le pied d'une chaise en plastique et manquant de tomber. Elle a balbutié, totalement incapable de répondre à des questions médicales de base sur l'épisode d'évanouissement. Margaret a immédiatement attrapé les épaules de Sienna en me fusillant du regard. Elle a hurlé que la vie de son fils ne tenait qu'à un fil et qu'au lieu de signer le papier pour le sauver, je me comportais comme une maniaque jalouse pour des absurdités. Walter s'est levé pour soutenir sa femme, me reprochant d'être une femme mesquine et étroite d'esprit incapable de définir ses priorités. La foule de curieux dans les urgences a commencé à tourner la tête, à chuchoter et à me pointer du doigt. Le docteur Harris a frappé de sa main sur le presse-papier, exigeant que la famille se calme et m'a donné un ultimatum pour le consentement chirurgical. Voyant mon refus absolu, Margaret s'est précipitée vers l'avant, a arraché le stylo, a attrapé mon poignet droit et a essayé de forcer le stylo dans ma paume. Elle m'a insulté, me traitant de belle-fille malveillante qui calculait son héritage pendant que son mari oscillait entre la vie et la mort. Elle a déclaré qu'elle me le ferait payer de ma vie. Sa prise était follement serrée, ses ongles en acrylique s'enfonçant dans ma peau jusqu'au sang. Utilisant ma main gauche, j'ai décollé ses doigts un par un et j'ai fait 2 pas en arrière pour maintenir une distance de sécurité. Voyant que la force physique ne fonctionnait pas, Walter s'est avancé, changeant de tactique pour adopter un ton de supplication désespéré. Il a dit qu'Adrien était leur fils unique, le seul héritier du nom Quint, et m'a supplié de mettre de côté mes soupçons personnels pour sauver une vie. Il a promis que quoi qu'il se soit passé entre Adrien et Sienna, il s'en occuperait personnellement une fois qu'Adrien serait hors de danger. Ces mots étaient imprégnés d'une intense manipulation morale, essayant de me faire passer pour un monstre si je continuais à refuser. Cachée derrière Margaret, Sienna a commencé à essuyer de fausses larmes. Elle a poussé un sanglot dramatique, a regardé le médecin et m'a accusé fort, elle a toujours été froide avec lui, elle ne s'est jamais souciée de la dureté du travail d'Adrien, et maintenant elle utilise juste cela comme une excuse pour le laisser mourir. Sienna s'est avancée vers le bureau de tri, disant au médecin que si cette épouse au sang-froid ne voulait pas signer, elle signerait elle-même en tant que collègue pour prendre ses responsabilités. La performance théâtrale de Sienna a porté l'indignation des spectateurs à son comble. Le docteur Harris a frappé son stylo contre le bureau métallique, exigeant la fin de la dispute. Il a expliqué sévèrement la légalité, selon la loi, seul un conjoint, un parent biologique ou un enfant de plus de 18 ans peut signer un consentement chirurgical. Aucun tiers ne peut le signer. Il m'a regardé droit dans les yeux, lançant son dernier avertissement, le bloc 3 était prêt, l'anesthésiste attendait, et si je ne signais pas dans les 5 minutes. Il noterait dans le dossier que la famille refusait l'intervention médicale et l'hôpital ne porterait aucune responsabilité à la mort du patient. Ignorant les critiques environnantes et l'immense pression, j'ai conservé un calme olympien. J'ai répondu au docteur Harris que je ne refusais pas le traitement, mais que je refusais qu'on scie le sternum d'un homme sans la moindre preuve clinique solide. Administrer une anesthésie générale à un patient en état de choc d'origine inconnue entraînerait un effondrement cardiovasculaire irréversible. J'ai exigé que le médecin me donne le numéro d'identification du patient imprimé sur le reçu d'admission temporaire. Walter a sorti un reçu rose de sa poche de chemise et me l'a tendu. J'ai pris le papier, j'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti mon smartphone. J'ai déverrouillé l'écran et accédé au système de dossier médical électronique EPIC, qui était intégré à la nouvelle base de données de santé IA à l'échelle de l'État. C'était un système d'analyse de données en temps réel déployé par le ministère de la Santé. J'ai tapé l'identifiant du patient dans la barre de recherche, puis j'ai entré mon propre numéro de téléphone pour recevoir le code de vérification OTP. Dès que j'ai saisi les 6 chiffres, l'écran est passé au dossier médical d'Adrien Quint. Le système d'IA venait de terminer la synchronisation des données du laboratoire d'hématologie. L'écran était inondé de mesures biochimiques et hématologiques. De brillantes barres d'avertissement rouge clignotaient, des alertes de danger critique automatiquement signalées par l'IA. J'ai pincé l'écran pour zoomer, mes yeux balayant les indicateurs clés. Le taux de potassium, K, d'Adrien était de 2,8 mmol, un chiffre follement bas par rapport à la plage normale de 3,5 à 5,1. Son sodium, Na, avait grimpé à 158 mmol, indiquant une hypernatrémie sévère. En faisant défiler vers le bas,
sa fonction rénale clignotait en rouge, sa créatinine sérique était de 2,5 mg par décilitre, soit le triple de la limite normale, confirmant une insuffisance rénale aiguë. Son sang était extrêmement concentré, comme le montrait un hématocrite grimpant à 55%. La gazométrie artérielle montrait un pH de 7,52 et des bicarbonates, HCO3, à 35 mmol/l, prouvant une alcalose métabolique sévère. Plus important encore, j'ai cherché les marqueurs cardiaques pour vérifier le diagnostic du médecin des urgences. Sa troponini, une enzyme cardiaque spécifique, était inférieure à 0,01 ng/ml, totalement normal. Le test des dédimères, la norme absolue pour exclure les caillots sanguins et la dissection aortique, était également négatif. Avec mes profondes connaissances en cardiologie interne, j'ai instantanément reconstitué le tableau clinique. Adrien n'avait pas de dissection aortique ni de lésion cardiaque structurelle. La chute soudaine du potassium à 2,8 avait déstabilisé l'électrophysiologie de ses cellules myocardiques, ce qui avait directement provoqué les arythmies sévères, chuter son débit cardiaque, entraînant l'hypotension artérielle, la douleur thoracique et l'évanouissement. Le sodium élevé, l'hématocrite élevé et l'insuffisance rénale aiguë étaient la preuve absolue que son corps avait été vidé d'une quantité massive d'eau en très peu de temps. Placer un patient sévèrement déshydraté et en hypokaliémie en état de choc sur une table d'opération et lui injecter des anesthésiques 4 stopperait son cœur de manière permanente. Aucune réanimation cardio-pulmonaire ne le ramènerait. Serrant le téléphone, je me suis tourné vers Walter. Sachant qu'il était un professeur de lycée à la retraite, bien plus logique et calme que Margaret, je l'ai choisi pour recevoir l'information. J'ai enfoncé l'écran du téléphone brillant d'alerte rouge sous ses yeux. Ma voix était froide et portante, articulant chaque mot. Walter, s'il vous plaît, regardez les chiffres du bilan sanguin de votre fils avant de me forcer à le livrer à un chirurgien. Walter a plissé les yeux vers l'écran, une panique pure envahissant son visage à la vue de tous ces avertissements rouges. J'ai pointé le mot potassium, lui expliquant clairement que les niveaux de potassium d'Adrien avaient chuté à un seuil mortel. Cette grave carence en électrolytes était la véritable coupable qui faisait spasmer ses muscles cardiaques, déclenchant la douleur thoracique et l'évanouissement. J'ai ensuite pointé la troponine et les dédimères, soulignant que la chimie sanguine excluait totalement une rupture de vaisseau cardiaque. J'ai déclaré qu'Adrien souffrait d'une insuffisance rénale aiguë et d'une alcalose métabolique sévère due à une déshydratation extrême. Parlant avec l'autorité absolue de ma profession, j'ai affirmé que mettre Adrien sur la table d'opération en ce moment était une peine de mort, l'anesthésie assommerait son cœur privé de potassium dès la toute première injection. Entendant ma démonstration clinique articulée, Walter et Margaret sont restés pétrifiés, totalement muets. Sienna s'est adossée aux chaises, le visage vidé de sa couleur. Je me suis tourné vers le docteur Harris, en le regardant droit dans les yeux. Je lui ai ordonné de se connecter immédiatement au système informatique de l'hôpital et de vérifier lui-même le bilan sanguin. J'ai refusé haut et fort et officiellement de signer le formulaire de consentement pour la thoracotomie. Au lieu de cela, j'ai exigé que l'équipe des urgences annule immédiatement le bloc opératoire. J'ai émis des ordres de protocole d'urgence, poser 2 voies veineuses périphériques de gros calibre, injecter du sérum physiologique à 0,9% au débit maximal pour combattre le choc hypovolémique. Et démarrer une perfusion lente de chlorure de potassium via un pouce-seringue avec surveillance cardiaque continue. Le docteur Harris est resté cloué sur place, les yeux écarquillés sous le choc d'entendre des directives médicales hautement spécialisées lancées par une femme qui venait d'être cataloguée comme une ménagère jalouse. Il s'est précipité au bureau et a tapé furieusement l'identifiant du patient sur son ordinateur. Le moniteur de l'hôpital a affiché exactement les mêmes résultats que ceux que j'avais sur mon téléphone. Suant à grosses gouttes, le docteur Harris a attrapé le téléphone fixe et a appelé frénétiquement le bloc 3, leur ordonnant de suspendre et d'annuler l'intervention. L'atmosphère dans le couloir a basculé instantanément. Reposant le téléphone, le docteur Harris est pratiquement sorti en courant de derrière le bureau. Il m'a regardé, son attitude totalement métamorphosée par rapport à celle de 10 minutes plus tôt. Il a confirmé que le laboratoire venait d'envoyer les résultats détaillés, a admis que son diagnostic clinique initial était erroné et a convenu que l'hypokaliémie sévère était le véritable problème vital. Il s'est immédiatement retourné et a aboyé des ordres aux 2 infirmières derrière lui pour exécuter les protocoles d'urgence que je venais d'établir. Je lui ai rejeté le formulaire de consentement chirurgical. Le docteur Harris a pris son stylo et a écrit clairement « Refus de thoracotomie par manque de preuves cliniques concordantes » et m'a fait signer en bas. En me le reprenant, j'ai exigé qu'il ouvre le box 3 pour que je supervise personnellement la recharge électrolytique d'Adrien.
Le docteur Harris a hoché la tête en poussant les doubles portes dépolies. Je suis entré à l'intérieur, laissant Walter, Margaret et Sienna pétrifiés sur le sol du couloir. À l'intérieur, Adrien gisait immobile sur le brancard en acier inoxydable. Le ballon de réanimation était toujours attaché à son visage, insufflant du rythme. Le moniteur au-dessus de sa tête affichait des tracés verts et rouges. Mes yeux se sont rivés sur la bande ECG. Les complexes QRS étaient larges, les ondes T étaient plates et des ondes U très visibles étaient apparues, des signes physiologiques de livre d'images d'une déplétion sévère en potassium détruisant la stabilité du cœur. La tension artérielle indiquait 85/55e de millimètre de mercure, son rythme cardiaque oscillait toujours à 125. Une infirmière a apporté rapidement un chariot d'urgence, déchirant l'emballage plastique d'un kit 4. Je me suis tenu juste à côté d'elle pour lui rappeler d'utiliser un cathéter de 18 jauges afin de garantir un débit maximal. L'infirmière a hoché la tête, a serré le garrot autour du biceps gauche d'Adrien, a nettoyé la peau à l'alcool et a glissé l'aiguille directement dans une grosse veine. Dès que le sang est apparu dans la chambre, elle a retiré l'aiguille, poussé le cathéter et l'a fixé. Une poche de 500 ml de sérum physiologique à 0,9% a été suspendue à la potence, la valve ouverte au maximum pour faire remonter rapidement sa tension. Sur son bras droit, une autre infirmière posait une seconde voix. Le docteur Harris s'est approché, tenant 2 ampoules de 10 ml de chlorure de potassium à 10%. Il a personnellement mélangé le médicament dans un pouce-seringue, réglant les paramètres pour une perfusion 4 lente. J'ai scruté l'écran LCD de la pompe, me rassurant que le débit était réglé exactement à 10 mqh. Injecter une forte concentration de potassium directement dans une veine périphérique comporte un risque élevé de phlébite, mais en état de choc électrolytique, c'était le seul moyen d'empêcher son cœur de s'arrêter. Le bip-bip de la pompe a commencé son rythme régulier. Je suis restée silencieuse, les bras croisés à côté du brancard, les yeux fixés sur le moniteur. Les 10 premières minutes se sont écoulées dans une tension angoissante. Le brassard automatique se gonflait autour du bras d'Adrien toutes les 5 minutes. À la 15e minute, les chiffres ont commencé à changer, la tension est passée de 85/55e à 90/60e, son rythme cardiaque est descendu de 125 à 115. Les ondes sur le CG ont commencé à s'affiner, les ondes U s'estompant. Le docteur Harris a laissé échapper un grand soupir de soulagement. Il a sorti un mouchoir de sa blouse blanche et a essuyé la sueur de son front. Il s'est tourné vers moi, sa voix teintée d'une prudence évidente et d'un profond respect, et m'a demandé à quel hôpital j'étais rattaché. Voyant que je pouvais lire la physiologie myocardique à la perfection et dicter un protocole d'hypokaliémie avec une telle autorité absolue, je ne lui ai pas répondu tout de suite. J'ai vérifié le moniteur une dernière fois, m'assurant que l'hémodynamique d'Adrien était temporairement hors de danger, puis je me suis retourné et ai poussé les portes pour retourner dans le couloir. Dès que les doubles portes se sont refermées derrière moi, j'ai été accueilli par une nouvelle vague d'hostilité. Sienna s'était remise de son choc initial. En me voyant sortir sans Adrien, elle s'est immédiatement précipitée vers l'avant, me bloquant le couloir. Elle a pointé un doigt tremblant vers mon visage, sa voix aiguë résonnant contre les murs, m'accusant d'être une meurtrière au sang-froid utilisant du jargon médical lu sur Internet pour empêcher un vrai médecin de sauver une vie. Elle s'est tournée vers Margaret, alimentant le feu, prétendant que je prolongeais intentionnellement le temps pour qu'Adrien meure afin que je puisse voler l'héritage. Margaret, facilement manipulable, l'a immédiatement soutenue. Elle m'a bousculé l'épaule fortement, hurlant qu'elle allait entrer dans cette pièce pour voir son fils. Elle m'a réprimandé, me traitant de ménagère pitoyable sans emploi qui vivait au crochet de son mari toute l'année, exigeant de savoir de quel droit je me permettais de donner des ordres aux médecins. Elle a déclaré que si Adrien ne s'en sortait pas, elle me traînerait en justice pour obstruction médicale. Walter est resté là sans rien faire pour arrêter sa femme, se contentant de me fixer avec méfiance, attendant une explication. Le docteur Harris a poussé les portes à ce moment précis, sur le point d'intervenir pour me défendre. Mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je suis resté ferme, ne réagissant pas à la bousculade de Margaret. Lentement, j'ai ouvert la fermeture éclair de mon sac à main, j'ai fouillé dans la petite poche intérieure et j'ai sorti un badge d'identification en plastique rigide sécurisé dans un étui en cuir transparent. Le recto du badge portait un signe médical rouge vif, et en dessous, de nettes lettres majuscules. J'ai levé le badge à la hauteur des yeux de Margaret et de Sienna. Regardant Walter, ma voix calme mais létale, j'ai lu à haute voix chaque mot imprimé sur la carte, Dr Elena Voss, MD, PhD,
chef de la recherche en cardiologie, Institut national du cœur. J'ai retourné le badge, révélant le filigrane officiel du ministère de la Santé et la signature du médecin-chef de l'hôpital. J'ai enfoncé le badge à quelques centimètres du visage de Sienna, et lui ai demandé si ces mots ressemblaient à quelque chose que j'avais lu sur Internet. Les yeux de Sienna sont sortis de leurs orbites, sa mâchoire est tombée sans un bruit. Elle a trébuché en arrière, son agression se dissolvant instantanément en une terreur absolue. Margaret s'est figée, la main qui venait de me bousculer restant suspendue en l'air. Elle a plissé les yeux, luttant pour lire le texte sur le badge, son visage passant d'une rage pure à une perplexité complète. Walter s'est avancé rapidement, m'arrachant le badge des mains pour l'examiner de plus près. En voyant les sceaux officiels et le titre de PhD, ses mains se sont mises à trembler. Il m'a regardé en bafouillant, me demandant pourquoi, pendant les 8 dernières années, Adrien avait dit à la famille que j'étais juste une dactylographe contractuelle à temps partiel dans une clinique locale gagnant le SMIC. Le docteur Harris, entendant le titre, s'est immédiatement avancé. Il a légèrement incliné la tête, me saluant avec le profond respect réservé à une collègue d'un rang beaucoup plus élevé. Il a confirmé à mes beaux-parents que l'Institut national du cœur était le premier établissement médical du pays, un endroit où seuls les tout premiers experts du domaine obtenaient des postes de chef de recherche. La confirmation du médecin référent a été comme un seau d'eau glacée sur le visage de Margaret et de Walter. J'ai repris mon badge et l'ai soigneusement remis dans mon sac. J'ai regardé Walter droit dans les yeux et lui ai répondu clairement, j'ai expliqué qu'Adrien avait caché la véritable identité de sa femme à sa famille et à ses collègues en raison de son complexe d'infériorité massif. C'était un homme dont l'ego fragile ne pouvait pas accepter une épouse qui gagnait nettement plus d'argent et possédait un diplôme bien plus élevé que le sien. Adrien s'était construit la façade parfaite d'un mari très brillant subvenant aux besoins d'une femme au foyer faible et sans instruction, juste pour flatter son propre ego. Et pour maintenir cette illusion, il avait besoin de la fausse flatterie de fille inférieure et soumise comme Sienna. Tous les yeux dans le couloir étaient désormais rivés sur l'assistante administrative debout là dans son pyjama en soie brillant. La révélation de mes titres a complètement anéanti l'arrogance de Sienna et l'attitude élitiste de Margaret, mais je ne allais pas leur laisser une seconde pour respirer. Je suis passé à l'attaque, creusant profondément dans les failles logiques de leur petite histoire d'urgence. Je me suis pivoté, faisant reculer Sienna jusqu'à ce que sa colonne vertébrale heurte le mur de carrelage froid. Je veux que tu répondes directement à ces questions. Chronologie réelle, pas d'esquive, pas de fausses larmes. J'ai sorti mon téléphone, rouvert l'application Epic et suis passé aux notes de régulation des secours. J'ai lu à haute voix, appel 911 reçu à 2h45. Les ambulanciers sont arrivés sur place à 2h55. Les secouristes ont noté que le patient était inconscient et présentait des signes de déshydratation extrême à leur arrivée. J'ai rangé le téléphone, croisé les bras et commencé l'interrogatoire. J'ai demandé à Sienna pourquoi elle avait menti au médecin en prétendant qu'Adrien s'était soudainement senti fatigué et s'était effondré. Un état d'insuffisance rénale aiguë et d'alcalose métabolique provoqué par la déshydratation met des heures à se développer. J'ai exigé de savoir pourquoi les vêtements d'Adrien n'étaient pas trempés de sueur, alors que son corps était tellement vidé de ses fluides que son sang s'était condensé à un niveau d'hématocrite de 55%. J'ai continué, pourquoi Adrien était-il dans l'appartement d'une fille qui ne travaille là que depuis 3 mois au milieu de la nuit? Et pourquoi portes-tu un pyjama de couple assorti à celui de mon mari? Sienna a couvert son visage de ses mains, murmurant des absurdités incohérentes. Ses doigts serraient le tissu en soie, essayant désespérément de remonter le col pour cacher son cou. J'ai fait un autre pas en avant, l'écrasant avec une précision clinique. S'il s'est effondré soudainement, comme tu le prétends, pourquoi n'y avait-il aucune contusion sur sa tête ou son corps suite à une chute sur le sol? J'ai exigé qu'elle avoue la durée exacte entre le moment où Adrien s'est plaint pour la première fois de douleurs thoraciques et le moment où elle a réellement composé le 911. L'interrogatoire médical tranchant combiné à la chronologie des secours a totalement brisé Sienna. Elle n'a pas pu inventer une seule excuse médicale pour couvrir ses mensonges. Ses jambes se sont dérobées, ses claquettes en plastique ont glissé sur le sol mouillé. Elle s'est effondrée sur le sol, enfouissant son visage dans ses genoux, sanglotant hystériquement, totalement incapable de regarder quiconque. Voyant la panique et la crise totale de Sienna, Walter et Margaret ont enfin compris exactement ce qui s'était passé. Ces 20 minutes manquantes entre le moment où Adrien est tombé malade et le moment où l'ambulance a été appelée. C'était le temps que Sienna avait passé à essayer désespérément de nettoyer une scène de crime. Elle l'avait nettoyé, rhabillé et avait essayé de le réveiller pour éviter de se faire prendre.
Ce n'est que lorsqu'Adrien est devenu complètement bleu, son pouce affaiblissant, que la terreur d'avoir un cadavre dans son appartement l'a forcé à appeler le 911. Le mensonge sur la remise de documents immobiliers a été disséqué et mis à nu par une professionnelle de santé. Ayant assisté à tout l'interrogatoire, Margaret a enfin compris que son fils avait commis un péché impardonnable et ne survivait actuellement aux urgences que grâce au génie de sa femme. Son comportement a totalement changé. Elle s'est précipitée, serrant ses mains contre sa poitrine, et a attrapé le tissu de mon coupe-vent. Elle a baissé la voix, me suppliant de tout laisser tomber, d'utiliser mes relations dans le milieu médical pour obtenir les meilleurs médecins pour sauver Adrien. Elle a répété encore et encore qu'Adrien était le seul héritier du non-quin, et que s'il lui arrivait quelque chose, elle n'y survivrait pas. Ces supplications pitoyables formaient un contraste saisissant avec les 8 années de mépris qu'elle m'avait témoigné. L'entendant mentionner l'héritier de la famille, j'ai décollé ses mains tremblantes de ma veste. Je me suis reculé, me tenant droite, et j'ai regardé ma belle-mère droit dans les yeux. J'ai demandé à Margaret, vous souvenez-vous du jour où j'ai accouché de Léa à la maternité il y a 5 ans? Ce jour-là, quand l'infirmière a apporté le nouveau-né emmailloté et a annoncé que c'était une fille, Margaret a fixé le bébé pendant exactement 1 minute, a pris son sac et est sortie directement de l'hôpital. Elle m'avait abandonné alors que je sortais à peine d'une césarienne, laissant ma propre mère régler les factures et les papiers. Elle ne s'était plus représentée jusqu'au jour de la sortie, lâchant une remarque froide selon laquelle je l'avais manipulée pour avoir un enfant afin de bloquer ses finances, ignorant complètement sa propre petite fille. En 5 ans, elle n'avait pas acheté un seul jouet ni une seule boîte de lait pour sa petite fille. J'ai évoqué le mariage, il y a 8 ans, ma famille de la classe ouvrière avait réuni $2000 pour aider à payer le mariage dans le jardin. Pendant des années, à chaque Thanksgiving et dîner de famille, Margaret se moquait ouvertement de ce chiffre. Elle racontait à tout le monde à quel point ma famille était pauvre, à quel point c'était pitoyable que nous puissions à peine nous offrir un buffet traiteur bon marché. Elle utilisait constamment mes origines modestes du Midwest pour me déprécier, ignorant totalement le fait que l'apport pour le condo de luxe de Lincoln Park dans lequel Adrien et moi vivions actuellement provenait entièrement d'un fonds de roulement secret que ma grand-mère m'avait légué. Walter fixait le sol pendant que je les démasquais. Il s'était toujours enorgueilli d'être un professeur à la retraite instruit et digne, pourtant il avait laissé sa femme maltraiter verbalement sa belle-fille et avait encouragé la misogynie toxique de son fils. Lors des réunions de famille, on me laissait toujours courir partout, stressé, à faire toute la cuisine, le service et le nettoyage pour Thanksgiving, pendant qu'Adrien s'asseyait sur le canapé avec son père, buvant du scotch et regardant le match de football américain, savourant leurs éloges. Pendant 8 ans, j'avais enduré tout cela. J'avais caché mon doctorat et mes revenus massifs pour protéger l'ego fragile et la fierté de mon mari. Ce sacrifice avait été récompensé par la trahison flagrante de mon mari et le harcèlement incessant de ses parents. Et aujourd'hui, dans ce couloir d'hôpital, la belle-mère imbue d'une mentalité patriarcale profondément ancrée était forcée de s'abaisser et de supplier la femme même qu'elle méprisait. J'ai regardé Margaret dans les yeux et lui ai dit clairement que sauver la vie d'un patient était le devoir d'un médecin, mais que mon rôle de belle-fille au sein de la famille Quin s'arrêtait officiellement ce soir. En entendant cela, Margaret s'est effondrée sur une chaise en plastique, se couvrant le visage et pleurant en silence. Au moment même où elle pleurait, le bruit de pas rapides a résonné au fond du couloir. Un homme d'une 50aine d'années, portant une blouse blanche sur un pyjama chirurgical vert, marchait rapidement vers le bureau des urgences. Son badge indiquait Dr Kevin, chef du service de réanimation. Derrière lui, 2 infirmières poussaient un brancard de transport équipé d'une grande bouteille d'oxygène et d'un moniteur portable. Arrivé au bureau, le Dr Kevin a reçu un rapport rapide du Dr Harris. Lorsqu'il a levé les yeux vers le box de réanimation, il m'a immédiatement reconnu. Le Dr Kevin s'est approché vivement et m'a tendu la main. Il m'a salué chaleureusement, Dr Voss, chef de la recherche en cardiologie, et m'a demandé ce que je faisais aux urgences à l'aube. Je lui ai serré la main brièvement, lui expliquant qu'un membre de ma famille était à l'intérieur et lui ai exposé le diagnostic d'hypokaliémie sévère. Entendant la pathologie, le docteur Kevin s'est dirigé directement vers l'ordinateur et a affiché les résultats de laboratoire. Mettant ses lunettes de lecture, il a fixé le mur d'alerte rouge. Quelques secondes plus tard, il a réprimandé haut et fort le docteur Harris devant toute la famille, il a critiqué l'équipe des urgences pour avoir ignoré la biochimie de base et ordonné de manière imprudente une thoracotomie pour un patient en choc hypovolémique. Qualifiant cela d'erreur médicale catastrophique. Si la famille n'était pas intervenue, l'hôpital aurait eu un décès sur la table d'opération.
Le docteur Kevin a tapé sur le clavier, annulant officiellement la réservation du bloc. Il a signé l'ordre de transfert d'Adrien Quint en réanimation pour poursuivre le protocole de recharge électrolytique et traiter l'insuffisance rénale aiguë. L'ordre de transfert interne étant donné, l'équipe des urgences s'est activée. Le docteur Harris a rapidement printé les dossiers pendant que les infirmières faisaient rouler le brancard de transport dans la pièce. Le transfert nécessitait une coordination parfaite. Je me tenais près de la vitre à regarder les infirmières déplacer les voies 4 de l'ancien lit vers les nouvelles potences. Le pouce-seringue de potassium était verrouillé sur le rail du lit, garantissant que la perfusion de 10 mQ ne s'arrêtait jamais. L'oxygène portable a été connecté au masque d'Adrien. Une fois les constantes stabilisées sur l'écran portable, ils ont fait rouler le brancard dehors. Adrien gisait immobile, le visage d'une pâleur spectrale sous les lumières. Des tuyaux recouvraient ses bras alors que le brancard roulait le long du couloir vers les ascenseurs du bloc opératoire. L'ascenseur a sonné au 3e étage de la réanimation. Les portes métalliques s'ouvrirent et les infirmières poussèrent Adrien à travers les portes vitrées stériles automatisées. Seul le personnel médical autorisé était admis au-delà de ce point. Avec Walter et Margaret, j'ai été forcé de m'arrêter dans la salle d'attente des familles. C'était le silence de mort, à l'exception du ronronnement de la climatisation. Margaret s'est dirigée vers un banc en acier froid et s'y est effondrée. Walter s'est assis à côté d'elle, les bras posés sur les genoux, fixant le sol d'un air absent. Ils étaient totalement silencieux. Aucun d'eux n'osait dire un mot pour défendre son fils ou sa petite assistante. J'ai balayé la salle d'attente des yeux, Sienna avait disparu. J'ai demandé à une agente d'entretien qui passait si elle l'avait vue. L'agente a répondu qu'il y avait environ 15 minutes, au moment même où le chef de la réanimation était arrivé, elle avait vu une fille en pyjama et pieds nus courir vers la sortie de l'hôpital. Sienna avait choisi de s'enfuir dès que ma véritable identité et la réalité de sa dissimulation médicale avaient été démasquées. Je m'en fichais qu'elle soit partie. Je me suis approché de la épaisse paroi en verre renforcée séparant la salle d'attente des box de réanimation. À travers la vitre, j'ai facilement repéré le lit 5 où Adrien était allongé. Le respirateur central envoyait de l'oxygène dans ses poumons, le moniteur au-dessus de son lit traçait continuellement ses constantes. Même à travers la vitre, les chiffres étaient limpides pour un médecin, sa tension artérielle était remontée à 165 mm de mercure, son rythme cardiaque était descendu à 105. Les ondes de l'ECG s'affinaient nettement, montrant que la recharge en potassium sauvait son cœur de la crise. Le temps s'égrenait lentement dans l'obscurité. Je suis resté figé devant la vitre, les mains enfoncées profondément dans les poches de mon coupe-vent. Le froid de la climatisation n'était rien comparé à la froideur absolue de mon esprit. 8 ans de mariage. J'avais mis toute mon âme dans la construction de cette famille, m'effaçant dans l'ombre pour devenir un fantôme juste pour protéger l'ego de mon mari. En retour, il était parfaitement prêt à piétiner ce sacrifice, à découcher avec une autre femme et à risquer sa propre vie pour une liaison pitoyable. Ma montre indiquait 5 heures du matin. Les lumières crues de la rue commençaient à céder la place à la lumière grise de l'aube. L'illusion d'une famille heureuse s'était complètement brisée ce soir. J'ai détaché mes yeux du moniteur, je suis allé jusqu'à la fontaine à eau et j'ai bu un grand verre pour chasser la fatigue d'une nuit blanche. Les données médicales confirmaient qu'Adrien avait surmonté la phase critique. Mon rôle de médecin était terminé. Ce matin allait être le début de la fin pour ce mariage misérable. À 8 heures précises, l'interphone de la réanimation a grésillé et a appelé la famille d'Adrien Quint. Je me suis levé du banc en acier, faisant rouler mes épaules engourdies pour dénouer les nœuds formés pendant de longues heures de garde debout. Walter et Margaret, qui s'étaient enfin endormis l'un contre l'autre, se sont réveillés en sursaut comme si la voix les avait frappés physiquement. Ils se sont précipités sur leurs pieds et m'ont suivi vers les portes d'isolement comme deux personnes marchant vers leur propre sentence. Une infirmière de réanimation est sortie en tenue de protection complète. Elle a annoncé que le patient avait été extubé avec succès, que ses constantes étaient stables et qu'il était pleinement conscient. Selon les règles du service, un seul membre de la famille était autorisé à revêtir l'épi et à lui rendre visite pendant exactement 15 minutes. Margaret a essayé de me dépasser, sa voix montant sur ce ton hautain qui lui était familier. Je l'ai bloquée avec mon avant-bras sans même la regarder. J'ai dit à l'infirmière calmement et clairement que j'étais son épouse et qu'en tant que médecin, je devais évaluer personnellement sa fonction cognitive. L'infirmière a hoché la tête, m'a tendu une blouse d'isolement jetable, une charlotte et un masque chirurgical, et s'est écartée.
Je me suis équipé avec l'efficacité fluide de quelqu'un qui avait fait cela des centaines de fois. J'ai désinfecté mes mains, poussé les portes stériles et suis entré dans le monde contrôlé de la réanimation. L'air sentait fortement les antibiotiques, superposés au bip électronique incessant des machines. Une douce lumière fluorescente lavait tout d'un blanc clinique qui rendait les ombres plus nettes. En m'approchant du lit 5, je me suis arrêté au pied du lit où le dossier papier était accroché. Adrien était allongé sur le dos, redressé par des oreillers. Le lourd masque à oxygène avait disparu, remplacé par une simple lunette nasale fournissant de l'oxygène à bas débit. Ses yeux étaient grands ouverts, balayant le plafond et les tuyaux sortant de ses bras. Entendant le doux froissement de ma tenue de protection, il a tourné la tête, ses yeux se verrouillant sur les miens. L'épuisement d'un homme qui venait de survivre à la mort a été rapidement remplacé par une panique suffocante. Il a rapidement détourné le regard, esquivant mon regard, ses mains bleuries et piquées de voix 4 s'agitant contre la fine couverture d'hôpital. Il a ouvert la bouche pour parler, mais sa gorge était si sèche que seul un toussautement rauque est sorti. J'ai approché un tabouret en acier inoxydable du lit et je m'y suis assise. Au lieu de lui demander comment il se sentait comme une épouse normale, j'ai tendu la main et ai pris le dossier médical. J'ai feuilleté les pages, scannant le deuxième bilan métabolique prélevé à 6 heures du matin, le potassium était remonté à 3,4 mmol, le sodium baissait, la fonction rénale commençait à se rétablir. Médicalement parlant, le protocole d'urgence que j'avais ordonné avait fonctionné à la perfection. J'ai refermé le dossier et l'ai posé sur la table adaptable. Croisant les bras, j'ai fixé directement le visage pâle d'Adrien. Ma voix a résonné dans le box silencieux, égale et plate, dépourvue de la moindre goutte d'émotion, énoncez votre nom complet, votre date de naissance et votre localisation actuelle. Il a hésité, puis a répondu parfaitement dans un murmure rauque. Reconnaissant que son esprit était totalement intact, je suis passé à la véritable raison pour laquelle j'étais entré dans la pièce. J'ai glissé la main dans la poche de ma blouse d'isolement et j'ai sorti un petit sac Ziploc. À l'intérieur se trouvaient plusieurs gélules, moitié vertes, moitié jaune pâle, sans marque, sans étiquette, sans liste d'ingrédients. Je les avais trouvées au fond du tiroir de son bureau à 3 heures du matin, alors que je cherchais frénétiquement sa pièce d'identité et sa carte d'assurance. J'ai levé le sac à la hauteur de ses yeux, expliquez-moi exactement ce que c'est. En voyant le sac, Adrien a eu un sursaut violent. Une terreur absolue a envahi ses yeux, ses pupilles se sont rétractées. Il a détourné la tête et a murmuré, ce sont juste des compléments vitaminiques normaux de la pharmacie. J'ai frappé du plat de la main sur la table adaptable en métal. Le claquement sec a résonné comme un coup de feu dans le box calme. J'ai élevé la voix juste assez pour couper tout déni restant, le frappant avec une pharmacologie précise, ce ne sont pas des vitamines. Ce sont des pilules amincissantes du marché noir chargées de sibutramine, une substance interdite, et de doses massives de diurétiques puissants. Quand vous les prenez, elles forcent vos reins à fonctionner à sur-régime, expulsant l'eau et les minéraux vitaux par vos urines pour simuler une perte de poids. Prendre ces pilules en continu a vidé tout le potassium de votre sang, provoqué une arythmie sévère et vous a plongé en choc hypovolémique hier soir. J'ai exigé qu'il avoue depuis combien de temps il en prenait et pourquoi il m'avait caché ce poison. Adrien est resté silencieux, les yeux rouges. La démonstration médicale imparable ne laissait absolument aucune place au mensonge. Il a murmuré ses aveux, il en prenait depuis 2 semaines. Il ne les avait pas achetés en pharmacie, c'est Sienna, l'assistante, qui les lui avait fait découvrir et les avait achetés sur un site clandestin. Elle se vantait que ses amis les utilisaient pour rester minces. Grisé par ses flatteries, il en avait secrètement avalé 2 par jour, désespéré de paraître mince et séduisant pour elle. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la photo que j'avais prise de Sienna dans le couloir des urgences et la lui ai enfoncée sous le nez. La photo montrait clairement ses cheveux désordonnés et le pyjama en soie bleu marine, le double exact du sien. J'ai demandé pourquoi il était dans l'appartement d'une fille de 22 ans à 3 heures du matin et pourquoi son corps était tellement déshydraté qu'il avait failli mourir. Adrien a fixé la photo, totalement décomposée. Il a ouvert la bouche, cherchant désespérément une excuse, mais n'a rien trouvé. Sous le feu roulant des preuves médicales et photographiques, son dernier rempart s'est effondré. Il s'est mis à sangloter, des larmes coulant sur ses joues pâles. La vérité sur son malaise est enfin sortie par morceaux, il a avoué qu'il était allé dans l'appartement de Sienna pour chercher d'autres pilules. Ils en avaient pris ensemble, puis ils avaient eu un rapport sexuel.
Les effets secondaires des médicaments combinés à l'effort physique extrême avaient totalement détruit son corps. Il avait senti son cœur s'accélérer sans contrôle, n'arrivait plus à respirer, avait fondu en sueur froide et s'était évanoui. Les 20 minutes manquantes que j'avais déduites correspondaient exactement au moment où Sienna essayait désespérément de le rhabiller et d'effacer les preuves avant d'appeler le 911. L'aveu de la trahison sortait directement de la bouche d'un mari allongé sur un lit d'hôpital. Adrien n'osait pas me regarder, ses yeux restant rivés sur la couverture blanche. Le son de ses hoquets pitoyables brisait le silence de la pièce. Au lieu de hurler ou de l'insulter, je suis resté parfaitement immobile sur mon tabouret, les mains croisées sur les genoux, je voulais entendre chaque justification tordue qu'il avait pour cette trahison dégoûtante. Voyant que je ne réagissais pas, Adrien a pensé que je m'adoucissais. Il a tenté de se pencher en avant, étendant un bras bleui par les perfusions pour attraper la manche de ma blouse d'isolement. Il a commencé à justifier ses actes avec une logique profondément altérée, il m'a rejeté la faute. Il a dit que pendant 8 ans, mon génie et mon diplôme de médecine massif avaient créé un poids invisible et écrasant sur ses épaules. Même si j'avais joué le rôle d'une dactylographe effacée pour protéger sa fierté, au fond de lui, il s'était toujours senti inférieur, étouffé par ma réussite. Il prétendait qu'il avait besoin d'un endroit où il pouvait se sentir comme un vrai homme, un pourvoyeur, quelqu'un dont la voix comptait. Sienna, sans instruction et au faible revenu, était exactement là où il avait trouvé cette dose. Elle le louait constamment, lui répétant à quel point il était intelligent, beau et riche. Cette fausse adoration était une drogue qui l'avait rendu tellement aveugle qu'il avait jeté sa famille et risqué sa vie juste pour nourrir son ego fragile. Prendre ces pilules du marché noir n'était là que pour tenir le rythme face à sa jeune maîtresse. L'entendre blâmer sa propre femme pour sa tromperie m'a fait pousser un rire sec et vide. Mon sacrifice silencieux, cachant mon doctorat pendant des années pour protéger sa virilité, était finalement devenu son excuse pour me tromper. J'ai repoussé sa main de ma manche et me suis levé du tabouret, faisant un grand pas en arrière pour créer de la distance. Je l'ai regardé droit dans les yeux et ai disséqué sa lâcheté sans élever la voix, ton complexe d'infériorité ne venait pas du fait que j'étais trop brillante. Il venait du fait que tu étais un lâche médiocre qui refusait de travailler dur. Au lieu de te battre pour être digne de ta femme et de ta fille, tu as choisi de rabaisser ta femme à ton niveau et de chercher des femmes inférieures pour te donner l'illusion d'être puissant. Aujourd'hui est le résultat inévitable de tes mensonges, de ton égoïsme et de ta pure stupidité. Être allongé sur ce lit à lutter contre la mort est le prix que tu as payé pour ta convoitise et ton ignorance absolue en injectant du poison dans ton propre corps. Adrien s'est lamenté. Il a joint les mains, me suppliant de lui pardonner. Il a évoqué Léa, me suppliant de penser à notre fille de 5 ans et de pardonner cette seule erreur. Il a promis de couper totalement les ponts avec Sienna, de jeter les pilules et d'être un bon mari et un bon père. Ces supplications désespérées résonnaient dans la pièce stérile et n'avaient absolument aucun poids pour moi. Je me tenais les bras croisés au pied de son lit, la voix glaciale, ma présence ici hier soir, stopper une chirurgie létale et ordonner la perfusion de potassium, était mon devoir professionnel en tant que médecin d'urgence. Cela n'avait absolument rien à voir avec l'amour d'une épouse ou le pardon pour un traître. Si la base de données IA de l'hôpital n'avait pas signalé ton potassium, si je n'avais pas utilisé mon autorité médicale pour arrêter l'équipe chirurgicale, ton cœur s'arrêterait à la seconde où l'anesthésie toucherait tes veines. Ta convoitise, ton addiction à la flatterie bon marché et tes mensonges t'ont traîné aux portes de l'enfer. Tu as joué ta vie et le bonheur de ta fille pour quelques heures de plaisir bas de gamme avec une assistante. Tes promesses actuelles ne sont que la panique temporaire d'un homme qui a frôlé la mort. Il n'y a aucun remords sincère. Le respect et la confiance que j'avais pour toi au cours des 8 dernières années ont été pulvérisés. Ils ne pourront jamais être reboisés. Adrien a de nouveau tendu la main pour essayer d'attraper ma blouse. Je me suis écarté. J'ai vérifié ma montre et annoncé que la fenêtre de visite de 15 minutes était officiellement terminée. J'ai déclaré clairement que mon obligation médicale s'arrêtait là, il avait dépassé la zone de danger, ses constantes étaient stables et ses soins continuaient sous la responsabilité de l'équipe de réanimation. Je me suis retourné et ai marché droit vers les portes stériles. Alors qu'Adrien hurlait mon nom encore et encore depuis son lit, je ne me suis pas retourné une seule fois. J'ai poussé les portes vitrées et suis sorti dans la salle d'attente. J'ai soigneusement retiré la blouse jetable, la charlotte et le masque, les jetant dans la poubelle jaune pour risque biologique. Chaque obligation émotionnelle et légale que j'avais envers l'homme dans cette pièce était morte à la seconde où ses portes s'étaient refermées. En sortant de la zone réglementée,
j'ai pris le sac Ziploc de pilules amincissantes et les posé sur le bureau central de la réanimation. Le docteur Kevin était assis là à relire des dossiers. Il a levé les yeux. Je lui ai fait un rapport extrêmement détaillé sur mes constatations concernant la source de l'hypokaliémie sévère et de l'insuffisance rénale du patient. J'ai présenté les pilules en expliquant qu'elles contenaient de la sibutramine interdite et des diurétiques extrêmes distribués illégalement en ligne. Le docteur Kevin a pris le sac, plissant les yeux sur les gélules sans marque. Il a hoché la tête, saluant chaleureusement ma déduction pharmacologique rapide. La circulation de ces compléments du marché noir était une crise de santé publique majeure qui avait déjà provoqué de multiples cas d'insuffisance rénale et d'accidents vasculaires cérébraux dans de grands hôpitaux. Il a accepté de coopérer avec moi pour documenter les preuves en vue d'une enquête médicale officielle. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon appareil photo. J'ai pris des clichés macro haute résolution des pilules sous plusieurs angles, m'assurant que les numéros de lot, s'il y en avait, et les papiers d'admission des urgences étaient dans le cadre. J'ai informé le docteur Kevin qu'en ma qualité de chef de la recherche en cardiologie à l'Institut national du cœur, je déposerai un rapport d'événements indésirables détaillé directement auprès de la FDA et du Conseil de l'Ordre des médecins de l'État, accompagné de tous les bilans sanguins. Ce rapport exigerait un contrôle immédiat des distributeurs illégaux vendant ce poison. De plus, j'ai noté que je me chargerais de signaler les actes de Sienna. Elle avait fourni une substance interdite et intentionnellement retardé l'appel au 911 pendant 20 minutes pour couvrir une liaison alors qu'un homme se mourait. Retarder les soins médicaux d'urgence pour un patient en choc sévère pouvait facilement constituer une négligence criminelle grave et une mise en danger délibérée de la vie d'autrui au regard de la loi. Le docteur Kevin a pleinement soutenu ma décision. Il a signé le formulaire de traçabilité des preuves pour les pilules, a scellé le Ziploc dans une boîte de preuves biologiques et l'a étiqueté pour le laboratoire de toxicologie de l'hôpital. Voir cette boîte verrouillée dans l'armoire m'a apporté une paix froide et précise. Les actions irresponsables et illégales de Sienna, combinées à la pure stupidité d'Adrien, allaient désormais faire face à toute la rigueur des régulateurs fédéraux et de la justice. Quittant le bureau de réanimation, je suis retourné dans la salle d'attente principale des familles. Le soleil du matin traversait les fenêtres du couloir en d'immenses rayons lumineux. Walter et Margaret étaient toujours tassés sur les bancs en acier. En me voyant, Margaret s'est pratiquement levée d'un bond. Elle tenait un sac en papier blanc et s'est précipitée vers moi. Le monstre arrogant et exigeant d'hier soir avait totalement disparu, remplacé par une vieille femme mielleuse et pitoyable. Elle a sorti un bagel grillé au fromage frais et un latte glacé qu'elle avait acheté à la cafétéria de l'hôpital. Les tendant à deux mains, elle a affiché un sourire écœurant de douceur et m'a supplié de manger le petit déjeuner pour reprendre des forces après une si longue nuit. Elle a baissé la voix pour murmurer, essayant d'excuser la tromperie d'Adrien. Elle a prétendu que les hommes s'égaraient parfois lorsqu'ils étaient stressés, et que c'était entièrement la faute de cette jeune catin qui avait séduit son fils. Elle m'a supplié d'être la plus grande, de pardonner et d'oublier, d'élever Léa ensemble et de protéger la réputation de la famille Quint. Walter s'est avancé pour soutenir sa femme. Il a promis qu'il recadrerait personnellement Adrien et le forcerait à suivre une thérapie de couple et à faire tout ce qu'il faudrait pour regagner ma confiance. Il a suggéré que ce week-end, ils amèneraient Léa et que nous pourrions faire un grand dîner de famille pour mettre cette vilaine nuit derrière nous. Ce retournement à 180 degrés dans leur attitude ne venait pas d'un regret sincère, il venait d'une terreur absolue. Ils savaient désormais que j'étais une médecin et chercheuse très respectée bénéficiant d'un statut social immense, et ils réalisaient que leur fils faisait face à de graves retombées judiciaires et médicales. Je suis resté parfaitement immobile, regardant le bagel froid et la glace qui fondait dans le latte. J'ai levé la main, refusant poliment mais fermement la nourriture. D'une voix calme, je les ai informés qu'Adrien était officiellement hors de danger et bien pris en charge par l'équipe de réanimation. Je ne me suis pas donné la peine d'argumenter ou d'exposer l'hypocrisie flagrante de leurs paroles. Dans mon esprit, la décision d'anéantir ce mariage de 8 ans était désormais solide comme du béton. Une famille bâtie sur les mensonges d'un mari et la misogynie toxique des beaux-parents était pourrie jusqu'à la moelle. Toute réconciliation forcée ne ferait que détruire ma dignité et empoisonner l'avenir de ma fille. J'ai adressé à Walter et Margaret un au revoir professionnel et bref, me suis retourné et marché droit vers les ascenseurs pour quitter l'hôpital. Dehors, l'air du matin était vif et propre après la pluie. Je suis resté sur le trottoir mouillé un moment, le respirant à plein poumon. La ville s'éveillait autour de moi, des voitures, des klaxons lointains, le bruit ordinaire des gens qui croyaient encore que leur vie était intacte. J'ai sorti mon téléphone et ouvert une note sécurisée.
J'ai tapé une seule ligne à l'intention de mon avocate, rédiger une requête en divorce pour faute sans faute. Garde exclusive de Leia. Pleine propriété du condo de Lincoln Park en échange du silence sur les substances illégales. Prêt pour signature dans les 48 heures. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai commandé une voiture et je suis rentré chez moi retrouver ma fille. La nuit blanche était terminée. Le vrai travail pour reprendre ma vie venait de commencer. La voiture roulait dans les rues mouillées de Chicago en silence. La pluie s'accrochait encore au trottoir en fin tapis brillant. J'étais assise sur le siège arrière, la tête contre la vitre, à regarder la ville s'éveiller. Les employés de bureau se dépêchaient sous leurs parapluies noirs. Des camions de livraison giclaient dans les flaques d'eau. Tout semblait ordinaire, comme si la nuit n'avait jamais existé. Mon téléphone a vibré une fois, une courte réponse de mon avocate, c'est compris. Le projet sera prêt demain soir. Nous nous réunirons pour revoir les termes. J'ai verrouillé l'écran et glissé le téléphone dans ma poche. Dehors, le ciel avait la couleur d'un acier dilué. J'ai fermé les yeux un instant et laissé le poids des 5 dernières heures se poser. L'image du visage d'Adrien lorsqu'il avait vu le sac Ziploc de pilules me revenait sans cesse. L'effondrement soudain de chaque masque soigneusement entretenu. La façon dont sa voix avait déraillé lorsqu'il m'avait accusé de sa propre faiblesse. Le son du nouveau ton mielleux de Margaret après des années de mépris. J'avais passé 8 ans à me rapetisser pour qu'il puisse se sentir plus grand. J'avais ri à des blagues qui n'étaient pas drôles, était restée silencieuse lors des dîners quand Margaret se moquait de ma famille, avait accepté le rôle de l'épouse invisible pour que sa fierté fragile reste intacte. Tout cela ne m'avait rien rapporté d'autre qu'un couloir d'hôpital à 3 heures du matin et une jeune femme portant le pyjama assorti de mon mari. La voiture s'est arrêtée devant notre immeuble à Lincoln Park. J'ai payé le chauffeur, suis sorti dans l'air frais du matin et ai traversé le hall sans regarder personne. L'ascenseur est monté de manière fluide jusqu'au 12e étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, le couloir familier sentait le bois ciré et le café lointain. J'ai posé mon pouce sur la serrure biométrique, le peine à cliquer. Dès que la lourde porte en chêne s'est ouverte, une petite silhouette s'est précipitée depuis le salon, maman. Leia s'est jetée contre mes jambes avec toute la force d'une enfant de 5 ans qui s'était réveillée seule et avait ensuite entendu la clé. Je me suis laissé tomber à genoux et les serrer dans mes bras. Ses cheveux sentaient le shampoing à la lavande avec lequel je les avais lavés 2 nuits plus tôt. Ses petites mains se sont verrouillées autour de mon cou avec une confiance absolue. Pour la première fois depuis que le téléphone avait sonné à 3 heures du matin, quelque chose dans ma poitrine s'est détendu. Je l'ai tenu fort, embrassant le sommet de sa tête, ressentant la réalité vivante et solide de sa présence contre moi. C'était la seule chose qui avait encore du sens. C'était la seule personne qui ne m'avait jamais demandé de m'effacer. Derrière moi, la porte s'est refermée doucement. L'appartement était calme, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur et du bruit lointain du trafic loin en contrebas. Leia s'est reculée juste assez pour regarder mon visage. « Tu es parti longtemps ?» a-t-elle dit. « Est-ce que papa va mieux ?» J'ai écarté une mèche de cheveux de sa joue. « Papa est à l'hôpital. Les médecins s'occupent de lui. Il va aller bien. » Elle a accepté la réponse comme le font les enfants lorsqu'ils font confiance à la personne qui parle. Je me suis levé, et pris sa main et l'ai emmenée dans la cuisine. Je lui ai préparé des œufs brouillés et du pain grillé comme elle les aimait, coupés en petits triangles, sans croûte. Pendant qu'elle mangeait, je me suis assise en face d'elle et l'ai simplement regardée. L'acte ordinaire d'une enfant mâchant son pain grillé me semblait être un miracle après les lumières fluorescentes, l'odeur d'eau de javel et le son d'un homme que j'avais aimé la suppliant de lui accorder une seconde chance qu'il ne méritait pas. Après le petit déjeuner, je l'ai portée jusqu'au canapé, et allumé un dessin animé qu'elle adorait et enroulé une couverture douce autour de ses jambes. Puis je suis allé dans le bureau, et fermé la porte à demi et me suis assise à mon bureau. Le dossier médical familial était toujours ouvert depuis la veille. Le permis de conduire d'Adrien se trouvait sur une pile d'anciennes cartes d'assurance. J'ai fixé sa photo pendant un long moment, ce demi-sourire confiant qu'il utilisait toujours pour les documents officiels. Cela ressemblait au visage d'un inconnu désormais. J'ai ouvert mon ordinateur portable et ai commencé à rédiger une chronologie détaillée de la nuit, chaque constante vitale, chaque valeur de laboratoire, chaque déclaration faite par Sienna, chaque mot prononcé par Margaret et Walter. J'ai joint les photos des pilules, les notes de régulation des secours et les captures d'écran des alertes du laboratoire. Lorsque le document fut terminé,
je l'ai crypté et l'ai envoyé à mon avocate avec une seule phrase, « Ceci est le dossier médical et factuel des événements d'hier soir. Utilisez tout ce qui est nécessaire. » Puis je me suis rassis et ai laissé le silence de l'appartement remplir la pièce. Les 7 jours suivants se sont écoulés dans un rythme contrôlé. J'ai pris un congé personnel de l'institut, mes collègues ont supposé que c'était pour une urgence familiale, je ne les ai pas détrompés. Chaque matin, je me réveillais tôt, préparais le petit déjeuner de Leia, l'emmenais à l'école maternelle et revenais dans le condo vide. J'ai passé des heures au téléphone avec mon avocate pour peaufiner les termes du divorce, garde physique et légale exclusive de Leia. Pleine propriété du condo de Lincoln Park en échange de mon engagement à ne pas divulguer publiquement l'affaire des substances illégales ou l'appel d'urgence retardé, pas de pension alimentaire pour époux, une séparation clinique nette. L'après-midi, je ne me rendais à l'hôpital que le temps de vérifier les derniers résultats de laboratoire sur le système informatique. Le potassium d'Adrien continuait de remonter, sa fonction rénale s'améliorait, les notes de la réanimation devenaient progressivement plus optimistes. Je ne suis plus jamais entré dans sa chambre, je ne l'ai jamais appelé, je n'ai jamais répondu aux messages que Margaret me laissait sur mon téléphone, des messages doux et prudents remplis d'un souci soudain pour l'unité familiale et l'avenir de Leia. Le 3e jour, j'ai reçu un appel du docteur Kevin, le laboratoire de toxicologie avait confirmé la présence de sibutramine et de doses élevées de diurétique de Lance dans les gélules. Il avait déjà transmis le rapport au ministère de la Santé de l'État et à la FDA. Sienna Blake avait été identifiée grâce à l'annuaire de l'entreprise et au registre de visiteurs de l'hôpital. Une enquête sur l'appel d'urgence retardé était en cours d'examen préliminaire par le bureau du procureur pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Je l'ai remercié et raccroché sans émotion, la justice, si elle venait, serait une conséquence secondaire, ma priorité principale était la petite fille qui croyait encore que ses parents vivaient dans la même maison. Le 5e soir, après que Leia fut endormie, je me suis assise dans le coin lecture avec un verre d'eau et me suis autorisé à me souvenir, je me suis souvenu du jour où Leia était née. De l'infirmière posant le nouveau-né emmailloté dans mes bras pendant que Margaret la fixait pendant exactement 60 secondes, puis prenait son sac et sortait de la maternité sans un mot. Je me suis souvenu des dîners de Thanksgiving où je cuisinais pour 12 personnes pendant qu'Adrien et Walter buvaient du scotch et parlaient de football, sans jamais proposer de débarrasser une assiette. Je me suis souvenu des nuits paisibles où Adrien rentrait tard et évitait mon regard, et où je me disais qu'il était simplement fatigué par le travail. J'avais été tellement doué pour inventer des excuses à sa place que j'en avais presque oublié comment voir clairement. Tout cela s'arrête maintenant, ai-je pensé. La décision n'était plus émotionnelle, elle était structurelle. Un bâtiment aux fondations fissurées ne peut pas être réparé en peignant les murs. Au matin du 8e jour, le médecin référent de la réanimation a appelé pour dire qu'Adrien était autorisé à sortir. J'ai conduit le SUV jusqu'à l'entrée de l'hôpital moi-même. Le ciel était dégagé et froid. Je me suis garé le long du trottoir et ai attendu, le moteur tournant. Adrien est sorti des portes coulissantes en tenant un sac en plastique contenant ses affaires personnelles. Son visage était encore creusé, la peau sous ses yeux ombragée. Walter et Margaret le suivaient à quelques pas. Lorsqu'ils ont vu la voiture, ils se sont arrêtés. Margaret a levé la main pour un petit signe incertain, je n'ai pas répondu. J'ai simplement déverrouillé la portière passager. Adrien l'a ouverte et est monté, la portière s'est refermée avec un bruit doux et définitif. Walter et Margaret sont restés sur le trottoir alors que je passais en vitesse enclenchée et m'éloignais. Dans le rétroviseur, je les ai regardés rapetisser jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue. Le silence à l'intérieur de la voiture était absolu. Les seuls sons étaient le ronronnement grave du moteur et le doux flux d'air contre les vitres. Adrien était assis, les mains crispées sur le sac en plastique, fixant le droit devant lui. Après plusieurs pâtés de maison, il s'est raclé la gorge, Elena. J'ai passé toute la semaine à réfléchir. J'ai bloqué son numéro, j'ai tout effacé. J'ai demandé ma mutation dans une autre filiale pour ne plus jamais la revoir. Je dirai à tout le monde la vérité sur ta carrière. Je ferai tout ce que tu voudras. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de réparer ça. J'ai gardé les yeux fixés sur la route. Les mots qu'il prononçait étaient les mêmes qu'eux auxquels chaque homme dans sa position finit par raccrocher, des promesses faites à l'ombre des conséquences, non à la lumière d'un changement sincère. Je n'ai pas répondu, je ne l'ai pas regardé. Le silence s'est étiré jusqu'à devenir une présence physique entre nous. Il a réessayé, plus doucement cette fois, Leia a besoin de nous deux. Nous pouvons suivre une thérapie. Nous pouvons recommencer à zéro.
Je sais que j'ai tout détruit, mais je peux le reconstruire. Je le jure. Toujours, je n'ai rien dit. La ville défilait derrière les vitres, des arbres, des immeubles, des gens ordinaires vivant des matinées ordinaires. Je ne ressentais plus aucune colère, seulement un grand vide propre là où se trouvait autrefois le mariage. Lorsque nous avons atteint le garage souterrain de notre immeuble, je me suis garé sur notre place réservée, et coupé le moteur et suis sorti. Adrien a suivi, portant son sac comme un homme entrant dans un tribunal. Nous avons pris l'ascenseur en silence. Au 12e étage, j'ai déverrouillé la porte. Dès qu'elle s'est ouverte, Léa est à nouveau venue en courant, « Maman ». Elle s'est jetée dans mes bras. Je me suis agenouillé et les serré fort, respirant le parfum familier de ses cheveux. Adrien se tenait gauchement près du meuble à chaussures, en observant la scène. Lorsque Léa l'a enfin remarqué, son expression s'est transformée en quelque chose de prudent et de distant, elle n'a pas couru vers lui, elle est restée pressée contre mon flanc, une petite main serrant le tissu de mon manteau. Je me suis levé, et pris sa main et suis entré dans le salon sans l'inviter à suivre. Sur le bureau en acajou du coin lecture se trouvait une pile propre de documents fraîchement imprimés. Je les ai pris, suis revenu dans le salon et les ai posés sur la table basse en verre, directement devant l'endroit où Adrien devrait s'asseoir s'il voulait me parler. Il a fixé les papiers comme s'il s'agissait d'une arme chargée. Ses mains ont commencé à trembler. Je l'ai regardé, puis ai regardé notre fille, puis l'ai regardé à nouveau. Ma voix était stable, presque douce dans sa finalité, mon devoir de médecin pour te sauver la vie a été pleinement accompli à l'hôpital. Maintenant, il est temps d'exercer mon droit de sauver ma propre vie et de protéger l'avenir de Léa. Voici les termes, garde exclusive de notre fille, tu me céderas ta part de propriété du condo. En échange, je n'introduirai pas les substances illégales ni l'appel d'urgence retardé dans aucun dossier public ou tribunal. Lis-les attentivement. Signe-les quand tu seras prêt. Il n'y aura aucune négociation. Le visage d'Adrien s'est vidé de sa dernière couleur. Il a regardé les papiers, puis Léa, qui était déjà retournée à ses cubes sur le tapis, comme si la conversation des adultes ne la concernait pas. La résolution absolue dans mes yeux ne lui laissait rien à dire. Les supplications qui avaient rempli la voiture et la chambre d'hôpital se sont finalement éteintes dans sa gorge. Je me suis assise sur le canapé à côté de ma fille, et lissé ses cheveux et les regardé empiler soigneusement un cube en bois sur un autre. La lumière du soleil traversant les grandes fenêtres était claire et froide. Dehors, la ville poursuivait ses affaires ordinaires. À l'intérieur, la dernière illusion de la vie que nous avions partagée reposait sur la table en verre entre nous, n'attendant plus qu'une signature. Je ne me sentais pas triomphante, je ne me sentais pas brisée, je ressentais seulement la clarté calme et précise d'une décision qui avait déjà été prise dans un couloir d'hôpital à l'aube et qui était maintenant simplement couchée sur le papier. Le mariage était terminé. Le chapitre suivant avait déjà commencé. Adrien est resté figé devant la table basse en verre pendant un long moment. Les papiers de divorce reposaient entre nous comme une incision chirurgicale propre. Il ne les a pas tendu la main pour les prendre, il ne s'est pas assis, il a simplement fixé les mots imprimés comme s'ils pouvaient se réorganiser d'eux-mêmes en quelque chose de moins définitif s'il regardait assez fort. Léa continuait d'empiler ses cubes en bois sur le tapis, fredonnant une chanson douce et sans mélodie. Le son ordinaire d'une enfant qui joue remplissait le silence que Adrien ne pouvait pas briser. Je suis resté assise sur le canapé, une main posée doucement sur le dos de ma fille, observant la manière soigneuse dont elle équilibrait chaque cube. La lumière du soleil traversant les grandes fenêtres s'était légèrement déplacée, projetant une ombre plus nette sur le sol. Enfin, la voix d'Adrien est sortie, rauque et faible, tu ne peux pas être sérieuse. Après 8 ans, après tout. Je suis totalement sérieuse, ai-je dit. Les mots étaient calmes, presque conversationnels, tu peux lire les documents ou tu peux les laisser non lus. Les termes ne changeront pas. Il a fait un pas de plus, puis s'est arrêté lorsque Léa a levé les yeux vers lui avec cette même distance prudente qu'elle avait montrée à la porte. Il a baissé la voix, Elena, s'il te plaît. Je sais que j'ai détruit ta confiance. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais nous avons un enfant. Nous avons une vie. Ne jette pas tout ça pour une seule erreur. Je l'ai regardé, puis l'ai vraiment observé, l'homme debout dans notre salon était encore pâle de l'hôpital, portant toujours les mêmes vêtements qu'à sa sortie. L'arrogance qui lui avait fait croire autrefois qu'il pouvait cacher une seconde vie entière avait disparu, ce qui restait était de la peur, brute et sans attrait. Ce n'était pas une seule erreur, ai-je dit. C'était un schéma de mensonge qui a duré des années.
C'était la construction délibérée d'une fausse identité pour moi afin que ton ego puisse survivre. C'était la décision de prendre des substances interdites et de risquer ta vie dans le lit d'une autre femme. Ce sont les 20 minutes que Sienna a passées à nettoyer les preuves pendant que ton cœur défaillait. Ce n'est pas une seule erreur, c'est le caractère complet de l'homme que j'ai épousé. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a réessayé, je ferai n'importe quoi, thérapie, compte séparé, tout ce dont tu as besoin pour te sentir à nouveau en sécurité. Ne termine juste pas ça comme ça. Je me suis levé lentement. Leia a levé les yeux vers moi, sentant le changement dans la pièce. J'ai lissé ses cheveux une fois et lui ai parlé en premier, maman a besoin de parler à papa pendant quelques minutes. Tu peux continuer à construire ta tour, d'accord ? Elle a hoché la tête et est retournée à ses cubes avec la concentration sérieuse d'une enfant qui a appris que les conversations des adultes sont parfois lourdes. J'ai marché vers le côté opposé du salon, mettant toute la longueur du canapé entre Adrien et moi, il n'y a plus rien à reconstruire, lui ai-je dit. Les fondations étaient déjà fissurées bien avant hier soir. J'ai simplement refusé de le voir clairement. Ce refus s'arrête maintenant. Il a enfin tendu la main vers les papiers, ses mains tremblant alors qu'il feuilletait les pages. J'ai regardé la couleur s'échapper encore plus de son visage alors qu'il lisait les conditions de garde, le partage des biens, la clause concernant le silence sur les aspects médicaux et criminels de la nuit. Lorsqu'il a atteint la dernière page, il a levé les yeux, tu me prends tout. Je prends ce qui est nécessaire pour protéger Leia et pour récupérer la vie que j'avais mise de côté pour toi, ai-je corrigé. Tu gardes tes revenus, ta carrière, ta liberté. Tu perds la capacité de continuer à m'utiliser comme un miroir pour ton insécurité. Ce n'est pas tout, c'est le minimum requis pour que nous puissions tous les deux avancer. Il s'est effondré sur le rebord du fauteuil comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Pendant plusieurs minutes, les seuls sons étaient le doux fredonnement de Leia et le trafic lointain loin en contrebas. Puis les épaules d'Adrien ont commencé à trembler, il a pressé la paume de ses mains contre ses yeux et a pleuré sans bruit. Je ne me suis pas approché de lui, je n'ai pas offert de réconfort, le moment pour cela s'était éteint dans une chambre d'hôpital sous des lumières fluorescentes. Lorsque les pleurs se sont ralentis, il a essuyé son visage avec la manche de sa chemise et a parlé d'une voix brisée, j'ai besoin de temps. Donne-moi au moins quelques jours pour digérer ça. Tu as jusqu'à la fin de la semaine, ai-je dit. Après cela, les papiers seront déposés, que tu les aies signés ou non. Mon avocate est prête pour les deux options. Il a hoché la tête une fois, vaincu, et s'est levé. Il s'est dirigé vers la chambre d'amis au fond du couloir sans un autre mot, portant le sac d'hôpital en plastique comme un homme qui n'avait plus sa place dans sa propre maison. La porte s'est refermée doucement derrière lui. Je suis revenu sur le canapé et me suis assise à côté de Leia, elle est montée sur mes genoux sans qu'on le lui demande et a posé sa tête contre mon épaule. Nous sommes restés ainsi pendant un long moment, à regarder la lumière de l'après-midi se déplacer sur le sol. Les 3 jours suivants se sont écoulés dans un silence prudent, presque rituel. Adrien est resté dans la chambre d'amis. Il partait tôt chaque matin et rentrait tard, sans jamais tenter une autre conversation. Je l'ai entendu au téléphone une fois, la voix basse et pressante, mais je n'ai pas écouté les mots, quoi qu'il organise tournée d'excuses, nouveaux aménagements de vie, tentative de rassurer ses parents, cela ne me concernait plus. Margaret a appelé 6 fois le 2e jour, j'ai laissé chaque appel aller sur le répondeur. À la 7e tentative, j'ai répondu. Sa voix était prudente, presque douce, Elena, ma chérie, nous devons parler en famille. Walter et moi sommes anéantis par tout cela. Adrien est brisé. S'il te plaît, ne prends pas de décision permanente tant que les émotions sont encore vives. Pense à Leia, les enfants ont besoin de leurs 2 parents sous le même toit. J'ai écouté sans interrompre jusqu'à ce qu'elle ait fini. Puis j'ai parlé sur le même ton égal que celui que j'avais utilisé avec le personnel de l'hôpital, Margaret, la décision est déjà permanente. Leia aura ses 2 parents dans sa vie, elle n'aura simplement plus ses 2 parents vivant dans la même maison sous une structure bâtie sur des mensonges. Si vous souhaitez continuer à faire partie de sa vie, vous respecterez les limites que je fixe. Si vous ne le pouvez pas, c'est votre choix. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Lorsque Margaret a repassé la parole, la douceur s'était affinée, tu es cruel. Après tout ce que vous avez fait, ai-je interrompu doucement. Après le jour où vous êtes sorti de la maternité, après des années à me traiter comme une gêne qui avait piégé votre fils,
après avoir encouragé cette culture même du privilège qui l'a amené à croire qu'il pouvait tout risquer pour l'attention d'une fille de 22 ans. Je ne suis pas cruel, je ne participe simplement plus à cette fiction. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Walter a essayé ensuite, son approche différente, mesurée, presque académique, il a parlé de l'importance de l'héritage, du nom des Quint, des dégâts qu'un divorce public causerait à la carrière d'Adrien. Je lui ai répondu avec la même clarté, Walter, le seul héritage qui m'importe est celui que Léa reçoit. Elle héritera d'une mère qui a refusé de rester dans un mariage qui lui demandait de disparaître. C'est l'exemple que je choisis de lui donner. Tout le reste est secondaire. Il n'a plus rappelé. Le 4e soir, je me suis assise avec Léa à la petite table de la cuisine pendant qu'elle coloriait le dessin d'une maison avec un soleil jaune vif. J'avais déjà parlé avec un psychologue pour enfants recommandé par une collègue, et j'ai suivi les conseils attentivement. Maman et papa vont vivre dans des maisons différentes, lui ai-je dit simplement. Tu verras toujours nous deux. Tu auras toujours 2 personnes qui t'aiment très fort. Rien dans notre amour pour toi ne va changer. Elle a levé les yeux de son coloriage, le crayon suspendu en l'air. Est-ce que j'aurai toujours ma chambre? Oui, ta chambre reste exactement la même, et quand tu rendras visite à papa, tu auras une chambre là-bas aussi. Elle a réfléchi à cela un moment, puis est retournée à son coloriage. D'accord. L'acceptation d'une enfant de 5 ans est parfois la chose la plus pure au monde. Elle n'a pas demandé pourquoi, elle n'a pas exigé d'explications qu'elle n'était pas prête à porter, elle a simplement ajusté la forme de son monde et a continué à dessiner le soleil. Ce soir-là, après qu'elle fut endormie, je me suis tenu sur le pas de la porte de la chambre principale et ai regardé l'espace qu'Adrien et moi avions partagé. Le lit était fait impeccablement. Son côté du placard contenait encore les costumes qu'il portait au bureau, les cravates rangées par couleur. Je suis allé au placard, et sorti une seule valise vide et ai commencé à emballer les vêtements dont il aurait besoin dans un avenir immédiat. J'ai travaillé méthodiquement sans colère, pliant chaque article avec la même précision que j'utilisais lors de la préparation d'instruments chirurgicaux. Lorsque la valise fut pleine, je l'ai laissée devant la porte de la chambre d'amis. Le lendemain matin, Adrien est apparu pendant que je préparais le café. Il a regardé la valise, puis moi, le visage creusé. Tu le fais vraiment? C'est déjà fait, ai-je répondu. Les papiers sont toujours sur la table. Mon avocate sera ici à 14 h cet après-midi pour assister aux signatures si tu es prêt. Si tu ne le es pas, elle déposera sans elle. Il a hoché la tête une fois. Pour la première fois, il n'y avait plus de supplication dans ses yeux, seulement la reconnaissance plate d'un homme qui avait enfin atteint la fin de chaque argument qu'il pouvait inventer. À 14 h, mon avocate est arrivée, une femme calme et précise nommée Rachel, qui avait géré plus de divorces professionnels conflictuels que la plupart des gens n'en rencontrent au cours d'une vie. Elle s'est assise à la table de la salle à manger, a relu les documents une dernière fois, puis a regardé Adrien. Monsieur Quint, ces termes sont équitables et définitifs. Vous avez le droit à un conseil indépendant. Si vous souhaitez différer, nous pouvons reprogrammer. Si vous êtes prêt à signer, nous procédons aujourd'hui. Adrien s'est assis en face d'elle, les papiers devant lui. Il a relu la dernière page, même s'il connaissait déjà chaque mot. Puis il a pris le stylo. Sa main n'a tremblé qu'une seule fois avant qu'il ne signe son nom à 3 endroits. Rachel a notarié chaque signature avec un calme efficace. Lorsque ce fut terminé, elle a rassemblé les documents dans un dossier fin et s'est levée. Je déposerai ces papiers dès demain matin, m'a-t-elle dit. Vous recevrez la confirmation d'ici la fin de la journée. Je l'ai raccompagnée à la porte. Lorsque je suis revenu dans le salon, Adrien était toujours assis à la table, fixant l'espace vide où se trouvaient les papiers. Léa est arrivée en courant depuis sa chambre, tenant un dessin qu'elle voulait me montrer. Je me suis agenouillé pour le regarder, louant les couleurs vives et les lignes soignées. Derrière moi, j'ai entendu Adrien se lever et marcher vers la chambre d'amis. Quelques minutes plus tard, il a quitté l'appartement en portant la valise que j'avais emballée. La porte s'est refermée avec un bruit doux et ordinaire. Je suis resté sur le sol avec Léa pendant un long moment, à l'écouter m'expliquer l'histoire derrière son dessin. La lumière de l'après-midi était devenue dorée. La ville poursuivait son rythme habituel loin en contrebas. À l'intérieur de l'appartement, l'air semblait différent, plus léger, comme si une pression qui existait depuis des années avait enfin été libérée. Ce soir-là, j'ai cuisiné le dîner comme Léa l'aimait, et nous avons mangé ensemble à la petite table de la cuisine. Ensuite, je l'ai baignée,
lui ai lu 2 histoires et me suis assise sur le rebord de son lit jusqu'à ce que sa respiration se ralentisse dans le sommeil. Puis j'ai traversé l'appartement silencieux et ai commencé le lent travail de réappropriation de l'espace. J'ai retiré les vêtements restants d'Adrien du placard principal et les ai placés dans des cartons pour une livraison ultérieure. J'ai changé les verrous du système biométrique pour que seule mon empreinte digitale et le code d'urgence de Leia ouvrent la porte. Je suis resté un moment au centre du salon et ai simplement respiré. Pour la première fois en 8 ans, le silence dans l'appartement m'appartenait entièrement. Je me suis assise à mon bureau, et ouvert mon ordinateur portable et ai écrit un court email au directeur de l'Institut national du cœur. Je l'ai informé que je reprendrais mes fonctions à temps plein le lundi suivant et que je souhaitais mettre à jour ma biographie professionnelle sur le site de l'Institut pour refléter l'ensemble de mes titres sans aucune omission. La réponse est arrivée dans l'heure, une confirmation simple et chaleureuse. J'ai refermé l'ordinateur portable et suis allé à la fenêtre. Les lumières de la ville s'étendaient sous mes pieds, claires et lointaines. Quelque part dans cette même ville, Sienna Blake découvrait probablement que l'enquête sur l'appel d'urgence retardé progressait. Quelque part, Adrien était assis face à la réalité de la signature qu'il avait posée sur ses pages. Rien de tout cela ne m'atteignait ici. Je me suis détourné de la fenêtre, et vérifié Leia une dernière fois et suis allé me coucher dans une chambre qui ne contenait plus les attentes de personne d'autre. Les papiers avaient été signés, l'ancienne vie avait été découpée avec une précision nette, ce qui restait était à moi de le construire. Le premier lundi après le dépôt des papiers, je suis retourné à l'Institut national du cœur à l'heure habituelle. Les portes vitrées de l'aile de recherche ont reconnu mon badge avec le même déclic doux qu'habituellement. À l'intérieur, les couloirs sentaient le café et l'air stérilisé. Des collègues ont hoché la tête à mon passage, quelques-uns m'ont adressé de brèves salutations professionnelles, personne n'a posé de questions sur la semaine où j'avais été absente. Dans cet environnement, la vie privée était toujours respectée. Je suis entré dans mon bureau au 7e étage, et posé mon sac et ai ouvert les stores, la ville s'étendait en contrebas dans la lumière claire du matin. Sur mon bureau se trouvait la biographie institutionnelle mise à jour que l'équipe de communication avait préparée pendant le week-end. Je l'ai lu une fois, chaque titre y était répertorié sans omission, Elena Voss, MD, PhD, chef de la recherche en cardiologie. Le langage était précis et complet. J'ai approuvé le document d'une seule signature numérique et ai fermé le fichier. Pendant 8 ans, j'avais laissé une version plus silencieuse et plus petite de moi-même exister en dehors de ces murs, cette version avait disparu. La femme qui était assise à ce bureau correspondait désormais à celle qui avait donné des ordres dans un box de déchocage à 3 heures du matin. L'alignement semblait propre. À midi, je suis parti tôt pour aller chercher Leia à l'école maternelle. Elle a traversé la cour de récréation avec son élan habituel à toute vitesse et a entouré ma taille de ses bras. Dans la voiture, elle a parlé d'une peinture qu'elle avait faite et d'un garçon qui avait partagé ses gâteaux. J'ai écouté, posant les petites questions qui maintiennent le monde d'un enfant intact. À un feu rouge, elle a soudainement dit, « La maison de papa a des coussins différents. » J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, c'est bien d'avoir des choses différentes. Ta chambre chez papa sera à toi aussi, une fois que tu y auras installé tes affaires. Elle a réfléchi à cela, puis a hoché la tête et est revenue à la description de sa peinture, les enfants absorbent le changement par morceaux, j'avais l'ordre à ne pas lui imposer tout le tableau d'un coup. Le calendrier de garde avait commencé le vendredi précédent. Adrien venait chercher Leia à 17h et la ramenait le dimanche à 17h. Les échanges avaient lieu à l'entrée de l'immeuble, nous ne parlions pas au-delà de la logistique nécessaire. Il avait l'air plus mince, il ne tentait pas la conversation, je n'en proposais aucune. Lorsque la petite valise de Leia passait d'une main adulte à l'autre, la transaction restait brève et civile, c'était tout ce que j'exigeais. Le deuxième dimanche soir, après que Leia fut endormie, je me suis assise à la table de la salle à manger avec une tasse de thé et ai ouvert le dossier crypté que mon avocate m'avait envoyé. À l'intérieur se trouvaient les documents définitifs enregistrés, les actes de transfert de propriété et une courte note confirmant que le condo de Lincoln Park était désormais uniquement à mon nom. J'ai lu chaque page attentivement, puis ai refermé le dossier. La structure légale de l'ancien mariage avait été démantelée avec la même précision utilisée pour refermer une incision chirurgicale, ce qui restait était fonctionnel et clair. Margaret a appelé une fois de plus cette semaine-là. J'ai répondu parce que Leia était à l'école maternelle et que l'appartement était calme. Elena, a-t-elle commencé, sa voix soigneusement mesurée. Walter et moi avons discuté. Nous comprenons que tu sois en colère, nous comprenons que tu te sentes trahi. Mais les familles se remettent de ces choses.
Adrien est prêt à faire tout ce qu'il faudra. Nous sommes prêts à t'aider avec Leia, avec la maison, avec tout. S'il te plaît, ne ferme pas complètement la porte. J'ai attendu qu'elle ait fini. Puis j'ai parlé sans colère, la porte n'a jamais été ouverte de la manière dont vous le croyez. Pendant 8 ans, je me suis tenu à l'intérieur d'une structure qui m'exigeait de rester silencieuse sur mon propre travail. D'accepter les critiques sur mes origines et de protéger une version de votre fils qui n'existait pas. Cette structure a disparu, je ne la reconstruirai pas. Leia continuera de voir ses grands-parents si vous pouvez respecter les limites qui existent désormais. Si vous ne le pouvez pas, les contacts seront limités. Ce n'est pas une punition, c'est la nouvelle réalité. Margaret est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Lorsqu'elle a repris la parole, le ton soigneux s'était effiloché, « Tu fais une erreur que tu regretteras quand Leia sera plus grande et demandera pourquoi sa famille s'est effondrée. » Si Leia le demande, ai-je dit, je lui dirai la vérité adaptée à son âge, que ses parents ont décidé qu'ils ne pouvaient plus vivre dans la même maison et que tous les deux l'aiment toujours. Le reste n'est pas son fardeau à porter. J'ai raccroché. Elle n'a plus rappelé. 2 semaines plus tard, le docteur Kevin m'a contacté avec des nouvelles, les résultats toxicologiques avaient été transmis à la FDA et au Conseil de l'Ordre des médecins de l'État. Une enquête officielle sur la distribution des gélules associées à la sibutramine était en cours. Sienna Blake avait été entendue, elle avait initialement nié avoir fourni les pilules, puis avait changé sa déclaration lorsqu'on lui avait présenté la documentation de traçabilité des preuves et la chronologie des secours. Le bureau du procureur examinait le délai de 20 minutes dans l'appel au 911 en vue d'éventuelles poursuites pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. L'aboutissement des poursuites était encore incertain, mais le dossier n'était plus enterré. J'ai remercié le docteur Kevin pour les informations et suis retourné à mon travail. Les conséquences judiciaires pour Sienna et les fournisseurs illégaux étaient nécessaires, mais elles n'étaient plus le centre de mon attention. Mon attention appartenait à la petite fille qui se réveillait encore certaines nuits en me réclamant, et au protocole de recherche qui exigeait de nouveau ma pleine présence. Le soir, après que Leia fut endormie, j'ai commencé le travail plus lent de tri des restes physiques du mariage, j'ai parcouru des cartons de photos, retirant celles qui n'avaient plus leur place sur les étagères. Je ne les ai pas détruites, je les ai simplement placées dans un seul conteneur étiqueté et les rangées au fond d'un placard. Cet acte n'était ni dramatique ni sentimental, il était administratif. Le passé avait du poids, il n'avait pas besoin d'occuper les surfaces visibles du présent. Un soir, j'ai trouvé un petit carnet datant des premières années du mariage. À l'intérieur se trouvaient des listes que j'avais écrites d'une écriture soignée, courses, cadeaux d'anniversaire pour les parents d'Adrien, rappels pour minimiser une publication récente afin que les conversations lors du dîner ne le mettent pas mal à l'aise. J'ai lu 3 pages, puis ai refermé le carnet. La femme qui avait écrit ces listes croyait que s'effacer était une forme d'amour, je ne partageais plus cette croyance. J'ai placé le carnet dans le même conteneur que les photos. Certains dossiers ne sont pas conservés par nostalgie, mais comme preuve de la distance parcourue. L'adaptation de Leia s'est poursuivie de la manière progressive dont les enfants s'adaptent, elle posait encore des questions occasionnelles, préférait toujours son propre lit les soirs d'école. Me rejoignait toujours en premier quand elle s'écorchait un genou ou avait besoin qu'on lui explique une histoire. Les dimanches où elle revenait de l'appartement d'Adrien, elle apportait parfois un petit jouet neuf ou un dessin qu'elle y avait fait, elle me les montrait sans tension. Les 2 foyers coexistaient côte à côte dans son esprit, aussi simplement que 2 terrains de jeu différents. Cette séparation de l'espace émotionnel était le signe le plus clair que la décision prise dans le couloir de l'hôpital avait été la bonne pour elle comme pour moi. Je pensais souvent à la nuit elle-même, les lumières fluorescentes, l'odeur d'eau de Javel, le son de la voix de Margaret montant dans le couloir, le moment exact où les résultats de laboratoire étaient apparus sur l'écran de mon téléphone en rouge. Les faits médicaux avaient été simples une fois les données visibles, les faits humains avaient pris plus de temps à être acceptés dans leur totalité. Pendant des années, j'avais traité l'insécurité d'Adrien comme quelque chose que je pouvais gérer par une omission soigneuse. J'avais traité le mépris de Margaret comme quelque chose qui pouvait être enduré pour le bien de la continuité familiale. J'avais traité mon propre silence comme une forme de force. L'appel de 3 heures du matin avait simplement supprimé la possibilité de poursuivre ces fictions particulières. Ce qui les a remplacées n'était pas une libération dramatique, c'était quelque chose de plus silencieux et de plus durable, la capacité d'occuper ma propre vie sans traduction interne constante. Je ne corrigeais plus mes propos avant de parler, je ne mesurais plus l'ampleur de mes réussites à l'aune du confort de l'ego de quelqu'un d'autre, je ne calculais plus quelle part de moi-même pouvait être visible en toute sécurité.
l'absence de ces calculs laissait une grande place mentale, je l'utilisais pour le travail, pour Léa et pour le maintien ordinaire d'une vie qui correspondait enfin à la personne qui la vivait. Un jeudi soir vers la fin du mois de novembre, je suis resté tard à l'institut pour finaliser une demande de subvention. L'aile de recherche était presque vide, les seuls sons étaient le faible ronronnement du système de climatisation et l'ascenseur lointain occasionnel. Je suis resté assise à mon bureau avec le document final ouvert, relisant chaque section avec précision une dernière fois. Lorsque j'ai eu terminé, j'ai soumis le fichier et suis resté assise un moment dans le calme. Les lumières de la ville derrière la fenêtre étaient nettes et nombreuses, je ne ressentais aucune urgence à partir et aucun sentiment résiduel que quelqu'un à la maison exigeait une explication pour cette heure tardive. La liberté était structurelle plutôt qu'émotionnelle, elle existait simplement. J'ai conduit vers la maison dans un trafic fluide, me suis garé dans le garage et ai pris l'ascenseur. Léa était déjà endormie. La babysitter que j'utilisais les soirs de retard avait laissé un mot court sur le comptoir. J'ai vérifié ma fille, et lissé la couverture sur son épaule, puis ai traversé l'appartement en éteignant les lumières. Dans le salon, je me suis arrêté devant la table basse en verre, la surface était propre, aucun document n'y attendait, aucune conversation non résolue ne flottait dans l'air. La pièce ne contenait que les objets ordinaires d'une vie en cours. Je me suis fait une tasse de thé et me suis assise près de la fenêtre un moment sans allumer la lampe, l'obscurité extérieure était douce, le reflet de la pièce derrière moi était faible et calme. J'ai pensé à l'histoire originale que j'avais vécue autrefois, celle dans laquelle j'avais cru que protéger la fierté d'un homme était une forme de loyauté, et qu'endurer un mépris silencieux était le prix à payer pour appartenir à une famille. Cette histoire s'était terminée dans un couloir d'hôpital sous une lumière fluorescente crue. L'histoire qui l'a remplacée était encore en cours d'écriture, mais ses premiers chapitres semblaient déjà plus vrais. Le pardon, avais-je appris, ne nécessitait pas de rester à l'intérieur d'une structure qui exigeait de s'effacer soi-même, parfois, la forme de soin la plus précise pour sa propre vie était la décision de partir. La nuit où Adrien s'est effondré avait forcé chaque fracture cachée à apparaître au grand jour. Une fois les fractures visibles, la seule réponse rationnelle était de cesser de faire semblant que les fondations étaient solides. J'ai fini le thé, rincé la tasse et suis allé me coucher. Le sommeil est venu comme il venait depuis des mois désormais, sans l'ancien fond de calcul. Le matin, Léa se réveillerait et la séquence ordinaire de la journée recommencerait, petit déjeuner, école maternelle, l'institut, le retour à la maison, les petites conversations qui s'accumulent pour former le sentiment de continuité d'un enfant. Aucune de ces tâches ne me demandait d'être moins que ce que j'étais. Le samedi suivant, nous sommes retournés au sentier du lac, les arbres avaient perdu une plus grande partie de leurs feuilles, l'eau semblait plus froide et plus claire. Léa courait devant, puis attendait, puis courait à nouveau. Sur le banc, elle est montée et s'est appuyée contre moi de la manière habituelle. Après quelques minutes de silence, elle a dit « Maman, j'aime notre maison ». J'ai posé ma main sur ses cheveux, je l'aime aussi. Elle a semblé satisfaite de la réponse. Nous sommes restés assises jusqu'à ce que le vent devienne plus vif, puis nous sommes retournés vers la voiture. Sur le trajet du retour, elle s'est endormie dans son siège, la tête penchée, la bouche légèrement ouverte. Je me suis garé, les porter à l'étage et les installer sur le canapé avec une couverture pendant que je préparais le déjeuner. L'appartement était calme, à l'exception des bruits sourds de la ville loin en contrebas et du rythme doux de sa respiration. Je suis resté un moment au centre du salon et ai simplement regardé l'espace, il ne contenait plus la forme d'un mariage qui avait exigé un ajustement constant, il ne contenait que ce qui nous appartenait à nous deux désormais, et la possibilité ouverte de tout ce qui viendrait ensuite. La nuit blanche avait accompli son travail nécessaire, elle avait balayé chaque illusion restante. Ce qui restait était plus clair, plus fort et entièrement à moi de le garder. Je me suis tourné vers la cuisine et ai commencé à préparer le repas simple à l'éveil duquel ma fille se réveillerait. Dehors, la lumière de l'après-midi poursuivait son passage ordinaire sur la ville. À l'intérieur, la vie qui avait commencé dans la clarté crue d'un couloir d'hôpital à l'aube se poursuivait, stable et ininterrompue, dans les heures ordinaires qui suivaient. L'histoire de cette nuit-là était terminée, la vie qui venait après ne faisait que commencer.